Et c'est parti les amis, on se retrouve avec un exercice issu des E3C, exercice de mécanique avec l'énergie d'un système en mouvement. Alors j'aime beaucoup m'entraîner sur ce genre d'exercice avec les élèves que j'accompagne notamment en coaching perso parce que c'est le genre d'exercice avec lesquels tu vas pouvoir vérifier si oui ou non tu as les compétences requises à la fin de ton année de première. Voilà, notamment sur certains gros chapitres de physique comme le chapitre des énergies, du mouvement et de la mécanique quoi. Parce qu'on a vraiment besoin de ces chapitres-là en terminale. Quand tu fais spé physique chimie en terminale, tu as vraiment besoin d'avoir des super bonnes compétences sur ces chapitres, sur ces thèmes. Et en plus de s'entraîner sur des exos comme ça te permet de t'entraîner sur des vrais exos qui sont utilisés pour des épreuves communes, pour des espèces de sujets récapitulatifs sur tous les thèmes de l'année qu'on fait plutôt vers la fin de l'année scolaire. Donc c'est le bon type d'exercice sur lequel il faut s'entraîner. On va faire ça. Alors on est sur l'exploit d'Alan Eustace, exercice sur 10 points. Le 24 octobre 2014, l'ingénieur et pilote américain Alan Eustace, on va pas tout lire, je te laisse mettre la vidéo sur pause et lire tout seul de ton côté. Donc c'est une histoire de saut vertical et on va vérifier les particularités liées à ce saut vertical en faisant des hypothèses de chute libre, en prenant ensuite en compte les forces de frottement, en allant utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Bref, c'est le genre d'exercice classique où on va utiliser tout ce que tu dois savoir faire sur ce thème. Donc on a la masse du système dans les données, on a l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre, 9,8 newtons par kilogramme, tu connais normalement. On considère que le champ de pesanteur est uniforme entre 30 et 42 km d'altitude, et de norme GA égale 9,7 newtons par kilogramme. On a une petite différence et on va en parler dans la question 1. L'étude du saut d'Alan Eustace est conduite dans le référentiel terrestre. Alan Eustace et son équipement sont modélisés par un point matériel de masse M. La position d'Alan Eustace est repérée par son altitude Z sur un axe vertical, orienté vers le haut, l'origine étant le sol. Donc là, c'est important en fait de toujours fixer l'origine et de toujours savoir de quoi on parle en fonction des exercices sur lesquels tu vas bosser. Il faut que tu aies les bonnes données en fait. Parce que c'est pas obligatoire de considérer le sol comme référence. On est d'accord sur ça? Tu peux avoir une autre référence, mais là en l'occurrence c'est le sol. Voilà. Et après on nous dit que l'altitude de départ c'est 41 148 mètres et par rapport au sol. Ok. Alors première partie, énergie potentielle de pesanteur du système. Le champ de pesanteur, au cours de la chute, on va parler du champ de pesanteur. Donc le champ de pesanteur, il est désigné par son intensité de pesanteur, G, donc c'est des questions qui portent autour de G. Quelle est l'origine de la variation observée entre les valeurs de G et de GA? Alors G, c'est 9,8 newtons par kilogramme et GA, c'est 9,7 newtons par kilogramme. Donc il y a bien un écart et on te demande quelle est l'origine de cet écart. Bon, si tu lis bien l'énoncé, eh bien tu vois que là, avec G, on est à la surface de la Terre, alors que GA, on est entre 30 et 42 km d'altitude. Donc l'écart entre G et GA, il est évidemment lié à l'altitude. Je vais l'écrire directement ici, 1, 1, 1. Écart GA lié à l'altitude. Voilà, ça suffit de mettre ça. Et tu peux mettre un d'après le texte. D'après le texte introductif ou d'après les données. D'après les données. Oui, parce que c'est bien de prendre l'habitude, notamment sur des exercices de physique, de justifier en fait à quel endroit de l'énoncé tu es allé chercher ton information pour répondre à la question. Notamment, je pense, hein, en se projetant sur ce dont tu as besoin, ce que tu as besoin de savoir faire en terminale, en spé physique chimie. On a besoin de dire dans tel document on a telle donnée, dans telle partie de l'énoncé on a pris telle donnée, etc. D'après les données de l'énoncé. Ok, question suivante. Calculer l'écart relatif G moins GA sur G. Donc ici on est sur un calcul, application numérique. Et par contre pour ton application numérique, on va commencer à parler des choses sérieuses. Mais normalement en fait tu es déjà au courant qu'il faut prendre soin de ces choses-là. Je vais te parler des chiffres significatifs. Tu as deux chiffres significatifs pour G et pour GA. Ce qui signifie que ton résultat tu le donnes avec deux chiffres significatifs évidemment. Et en plus de ça, tu donnes ton résultat en écriture scientifique. Tu prends l'habitude de te mettre en écriture scientifique. Donc là, par exemple, moi, dans ma calculatrice, je vois que je suis en forme décimale. Je vais aller mettre en écriture scientifique. Voilà, c'est fait. On va juste dans les paramètres, en fonction de ta calculette, que ce soit TI, Casio, Numwork. Après, il faut que tu saches manipuler ça, mais il n'y a pas de lézard, normalement, ça se fait. Et donc, le résultat, on le donne à deux chiffres significatifs, parce que deux chiffres, c'est le nombre de chiffres minimum qu'on a dans les paramètres de calcul, et on a 1,0 fois 10 puissance moins 2. On te demande d'exprimer ça en pourcentage. Pour exprimer l'écart en pourcentage, tu multiplies par 10 puissance 2. Donc ça nous fait soit environ 1,0% d'écart relatif. C'est assez faible parce qu'on te demande de commenter.
Donc c'est assez faible. Conclure, quant à cet écart relatif, on est inférieur à 5% d'écart relatif. Ce qui signifie que tu vas pouvoir considérer que G est constant au cours de la chute en fait. On peut considérer, si on a envie, que G est constant au cours de la chute. On n'est pas obligé de prendre en compte l'écart parce que 1% c'est un tout petit écart relatif, donc on n'est pas obligé de le prendre en compte. Voilà, on peut considérer G constant au cours de la chute. Ok? Et je vois vraiment à quel point ce genre d'exercice nous amène sur des compétences par rapport au programme de terminale et par rapport à ce que tu as besoin de savoir faire et comment tu as besoin de savoir raisonner en terminale. On est vraiment sur le stade intermédiaire. C'est pour ça que c'est bien de faire ces exos pour conclure en fait ton année de première. En tout cas, moi perso, c'est ce que je fais avec les élèves que j'accompagne, ça c'est sûr, et c'est ce que je propose un peu sur ma chaîne parce que c'est important. Travail du poids au cours du saut. En considérant que le poids du système d'Alan Eustace et son équipement est constant, établir l'expression du travail du poids du système. Établir, hein. Lis bien les mots de la question. Établir l'expression, c'est-à-dire on ne va pas rejeter ou recracher, il faut retrouver l'expression du travail du poids du système lors du déplacement de A jusqu'au sol. Donc on va faire un petit schéma pour la question 1-2. On va faire le petit schéma de l'axe vertical. On va mettre le fléchage vers le haut. Une graduation pour dire qu'ici on a le point A d'altitude ZA. Et une graduation ici pour dire qu'on a le point S, le sol, d'altitude ZS égale 0. On a ZA. On a ZA. Non, il ne nous parle pas encore de... si, pardon. ZA, 41 148 mètres. Donc 41 148 mètres. Ok. Alors le déplacement, le poids, on va mettre le poids au cours du déplacement. Le poids est une force verticale. On est d'accord? Orienté vers le bas. Normalement, on est d'accord. Et le déplacement, donc le déplacement, c'est le vecteur AS. Je vais le mettre comme ça. Oups, on va faire un trait droit, ce sera mieux. Donc AS, c'est ton vecteur déplacement. Je vais l'écrire ici. AS. Ok? Égale déplacement. Bon, je t'en mets un peu plus que ce que tu devrais mettre sur une copie, mais c'est pour que les choses soient ultra claires pour toi et que du coup tu puisses tout comprendre et que tu saches exactement comment on fait chaque question. D'ailleurs, si ça te plaît et si tu trouves que ces vidéos sont utiles et que ça t'aide à gagner des points sur ta moyenne ou que ça t'aide à mieux comprendre tes cours ou tes exos, n'oublie pas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, très important, je le rappelle pas toujours dans les vidéos, mais là j'y pense donc je te le dis. Tu peux t'abonner à cette chaîne, c'est une façon de soutenir mon travail, de donner de la visibilité à mon travail. Et puis ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés monter. Tu peux aussi commenter, mettre un like. Voilà, tu connais tout ça par cœur. Merci d'avance à toi. Donc, on nous demande le travail du poids. J'ai pas oublié qu'on nous demande d'établir le travail du poids. Donc, le travail du poids sur le trajet. Alors, mon trajet, il s'appelle AS. Moi, j'écris ça comme ça. Le travail du poids, la définition, c'est le produit scalaire entre le poids, entre la force en fait, et le vecteur déplacement. Alors, il se trouve que le produit scalaire, tu as une méthode pour le calculer, une formule mathématique qu'il faut connaître. C'est le produit des normes. Donc la norme du poids, c'est P. La norme de AS, c'est la longueur AS, multipliée par le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Et là, c'est pour ça, c'est bien de faire un schéma pour visualiser l'angle entre tes deux vecteurs. En général, tu es avec un angle de 0 ou de 180 degrés. Après, toutes les situations sont possibles. Mais c'est vrai que dans nos exercices de façon classique, soit on a deux vecteurs de même sens, comme c'est le cas ici, et dans ce cas-là, l'angle fait 0 degré, soit on a deux vecteurs de sens opposé, et dans ce cas-là, l'angle fait 180 degrés. On va voir la situation tout à l'heure quand on va parler des forces de frottement. Mais ça, il faut vraiment que tu saches te poser cette question et faire du coup la recherche de l'angle par toi-même. Là, on a un angle de 0 degré, et le cos 0, eh ben, c'est égal à 1. On n'a pas besoin de la calculette normalement pour faire ça, mais si tu tapes cos 0 dans ta calculette, ça va te donner 1. Cosinus 0 degré égale 1. Alors le poids, c'est mg. Et la distance AS, la distance entre A et S, c'est juste la différence d'altitude, c'est ZA moins ZS. Donc je peux écrire ZA moins ZS. Bon, il se trouve que ZS égale 0 parce qu'on a pris le sol comme origine des altitudes, donc ZS égale 0 mètres, ce qui me permet de le dégager ici, et ce qui me permet de conserver mgza fois 1, donc j'ai juste mgza. Voilà, j'ai établi le travail du poids. J'en profite également pour te dire, tant qu'à faire, j'y pense et je vais te le dire aussi ici,
Personnellement, j'anticipe le programme de terminale spé physique chimie avec des élèves de première qui sont bien motivés, ceux qui veulent vraiment avoir un bon parcours sup, parce que c'est ça, je crois, que tout le monde vise. Et comme en terminale, ça va très vite et que ça s'enchaîne très très vite de septembre à mars jusqu'aux épreuves de bac, il n'y a pas le temps de perdre du temps en fait. Et si tu veux des bonnes notes dès le début de l'année scolaire de terminale, dès le mois de septembre, en physique chimie, le mieux c'est d'anticiper le programme de physique chimie parce que ça va vraiment très vite. Et perso, c'est vraiment le truc que je recommande de faire, c'est ma recette. Et donc je le fais avec des élèves pendant l'été. Et si ça t'intéresse, je vais te mettre le lien en descriptif de la vidéo ou en commentaire épinglé pour que tu ailles voir ce que je propose. Si tu fais vraiment partie des élèves qui veulent vraiment un bon dossier Parcoursup parce qu'ils veulent vraiment rentrer dans telle ou telle filière post-bac et qui disent pas ça juste pour parler, alors je t'invite vraiment à aller voir du coup ce que je te propose parce que ce programme est fait pour toi. La masterclass Booster SPC, elle est vraiment faite pour anticiper le programme de spé physique chimie terminale et pour tout déchirer sur tes notes dès le mois de septembre. C'est réel, c'est vraiment, tu peux aller voir les commentaires des élèves qui ont fait les promos précédentes et tu verras que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Voilà, fin de parenthèse et on va continuer sur notre question. Donc on a fait la 1 de 1. On peut faire la 1 de 2, c'est juste l'application numérique, calculer la valeur de ce travail, donc on en est là. Alors 1 de 1, je fais la 1 de 2 juste en dessous. Hop, donc application numérique. J'aime pas ces notations là de questions 1, 2, 1, 1, 2, 2, c'est trop relou ça. Donc travail du poids. Alors juste pour les unités, ah oui, quand tu as des expressions littérales comme ça, tu peux préciser les unités si tu veux. Donc les unités, ici tu es en kilogrammes, ici tu es en newton par kilogramme, et là tu es en mètres. Ok, newton par kilogramme de toute façon, on te le donnait hein, dans l'énoncé pour l'unité de l'intensité de pesanteur. Tu peux aussi utiliser le mètre seconde moins 2, c'est une autre unité. D'ailleurs en terminale on parle beaucoup de mètre seconde moins 2, je vais te le mettre ici aussi, ou mètre seconde moins 2. Pour G, c'est une accélération en fait G. Ça aussi ça fait partie des choses qu'on découvre en terminale sur la partie mécanique. Et la partie mécanique ça fait aussi partie des choses que j'anticipe énormément avec les élèves, notamment sur le programme Booster SPC dont je t'ai parlé juste avant. Parce que la mécanique, tu le verras bien assez vite en terminale, c'est ça qui fait très mal sur la plupart des élèves, parce que c'est très dense, parce que ça va vite, et parce que ça nécessite aussi d'avoir des bonnes bases, notamment sur les chapitres qu'on est en train de réviser ici dans cette épreuve E3C. Donc on fait l'application numérique, la masse, je sais plus, ils ont dit 120 je crois, 120 kg, donc on est déjà en kilogrammes, on n'a pas à convertir. Oui, la raison pour laquelle je te propose de te poser la question sur les unités, c'est que, bon, on va prendre 9,7 pour G. La raison pour laquelle je te propose de te poser la question sur les unités, c'est que l'analyse dimensionnelle, 41 148, l'analyse dimensionnelle, c'est justement l'analyse de la pertinence, enfin de la véracité d'une relation de calcul par rapport aux unités. En fait, tu regardes les unités, tu dis ok, ma relation elle est bonne ou ma relation elle est fausse. Parce qu'il y a plein d'élèves en fait qui se trompent dans les relations. Je vois ça tellement de fois avec les élèves que j'accompagne, c'est juste énorme. Beaucoup de points qui sont perdus à cause de ça. Et l'analyse dimensionnelle, le fait de se poser les questions sur les unités, déjà ça évite les erreurs de conversion, ça évite les erreurs de mauvaises formules. Donc c'est magique. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne, tu peux les retrouver. Sur l'analyse dimensionnelle. Donc 3 chiffres significatifs, 2 chiffres significatifs. Ici on a 5 chiffres, donc on conservera que 2 chiffres. Et on donne le résultat évidemment en écriture scientifique. 120 fois 9,7 fois 41 148. Donc ça nous fait, on vérifie. Alors pareil, ça fait partie de la méthode. Quand tu fais un calcul à la calculatrice, tu vérifies, tu n'écris pas directement ton résultat sur ta feuille, tu vérifies au moins une fois que ton calcul est bon en fait, que tu n'as pas mis un plus à la place d'un fois ou des trucs comme ça. Ça aussi, c'est des sources d'erreurs. Je te l'ai dit parce que j'y pense, parce que c'est des trucs que je vois souvent avec les élèves. Source d'erreur possible, ah bah on a mal tapé à la calculatrice. Mais comme on ne sait pas vérifier, bah on a marqué un faux résultat. Alors le travail d'une force, c'est une énergie, donc l'unité d'une énergie c'est des joules. Ici on est à 4,8 environ avec deux chiffres fois 10 puissance 7 joules. J'encadre mon résultat, je souligne, je mets en évidence. En tout cas sur ta copie, il faut que ce soit mis en évidence. C'est good. Ok, question 1-3, donc on en est là. On va faire la vidéo en deux parties si tu veux, parce qu'après il y a la suite de l'exercice, elle est ici. Voilà, donc on va faire ça en deux parties, comme ça la vidéo est pas trop longue. Donc question 1-3, énergie potentielle de pesanteur. Le poids est une force conservative. Expliquez cette expression. Alors là, tu dois aller choper des points de cours. Tu dois aller choper des points de cours. Il ne faut pas passer à côté. Force conservative égale force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Tout simplement, on écrit force conservative
Alors pareil, sur les questions de cours, faut prendre les points, faut pas laisser passer ça. Faut pas laisser passer ça, c'est trop dommage. Force dans le travail. Et là, je te renvoie tout de suite et systématiquement vers mes fiches synthèse. Là aussi, je peux en parler parce que les fiches synthèse, c'est un gros truc. C'est des fiches qui sont juste exceptionnelles au niveau de ce qu'elles résument. Bon, j'ai mis du cœur quand même à faire ces fiches. Mais si tu as besoin de vraies fiches récapitulatives des choses vraiment à savoir, va voir mes fiches synthèse. Tu peux même aller voir l'application directement, l'application dispo sur App Store, où là, c'est juste un bijou. C'est pas parce que c'est mon appli, c'est juste parce que moi, je m'en sers en fait. Une application où tu as 65 fiches de révision, de première, de terminale, de maths, de physique-chimie, tout regroupé dans une seule appli, bah franchement, ça fait le taf. Donc voilà, parce que ça permet en fait d'avoir des bonnes synthèses sur tes cours, ça permet de savoir quelle définition tu dois retenir, notamment force conservative, ça fait partie, je sais qu'elle est dans ma fiche synthèse perso. Force conservative, si tu connais ta définition, tu as le point ici, c'est tout. Et en terminale, c'est pareil, hein, tu as des questions de cours où il faut aller choper les points. Et ça te permet d'avoir des bonnes notes de septembre à mars. Mais si tu passes à côté des questions de cours à chaque fois, bah tu vas pas choper les 18, les 19, tu vois ce que je veux dire. Donc force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Voilà, force conservative. Et une force non conservative, c'est une force dont le travail dépend du chemin suivi. Alors typiquement, là, je ne vais pas te refaire l'explication de cours, tu peux aller voir ma vidéo synthèse sur l'énergie d'un système mécanique. Mais grosso modo, les forces non conservatives, la force non conservative que tu vas rencontrer la plupart du temps dans les exos, c'est la force de frottement. Les forces de frottement, c'est les forces non conservatives. Et force conservative classique de chez classique, c'est le poids. Le poids est une force conservative. Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. La preuve de ça, regarde, tu l'as ici, c'est dans la formule. Le travail du poids, c'est mgza. En fait, dans la formule mgza, tu as quoi qui rentre en compte? Tu as la masse. Donc ça ne dépend pas du chemin suivi. La masse, c'est la masse. Indépendamment du chemin suivi, la masse reste la masse. Tu as l'intensité de pesanteur G. Donc ça, pareil, G n'est pas impacté par le chemin suivi. G restera G quel que soit le chemin suivi. Et tu as l'altitude initiale, ZA, qui est l'altitude de départ, et qui n'a rien à voir avec le chemin suivi. Donc, tu vois bien dans la formule que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. C'est ça que ça veut dire. Le chemin suivi, ça veut dire en gros, tu pars de là. Donc ça, c'est ton point A. Là, tu as le sol. Ok. Tu peux tomber de façon directe, verticalement. Tu peux tomber en faisant des zigzags, tu peux tomber en faisant des boucles, ok. Et là, tu suis différents chemins pendant ton mouvement. C'est ça en fait le chemin suivi. Et ce que te dit la formule, c'est que le travail du poids est absolument indépendant du chemin suivi. Parce que dans la formule, le chemin n'intervient absolument pas. Ok. C'est ça que veut dire la définition. Je te le redis parce que comme ça au moins tu comprends. Et je sais que c'est le genre de choses qui peut être un peu obscur. Donc voilà. Définir l'énergie potentielle de pesanteur EP du système et montrer que son expression est EP égale mgz si on choisit une altitude de référence à préciser. Alors ça c'est une bonne question aussi qui rejoint un petit peu une question de cours. En tout cas il faut savoir faire du calcul littéral. Là c'est clair. Alors sur cette question-là, hop. Sur cette question-là, il faut rappeler que la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, bon, ils mettent EP, moi j'aime bien mettre EPP, allez, je vais laisser EP, parce que j'aime bien mettre EPP, énergie potentielle de pesanteur, parce qu'il existe d'autres énergies potentielles, notamment l'énergie potentielle élastique, l'énergie potentielle électrique, et pour l'énergie potentielle pesanteur, on note en général EPP. Mais bon, on va noter EP, on va se baser sur les notations de l'énoncé. Donc la variation de l'énergie potentielle, c'est l'opposé du travail. Donc entre deux points A et B, sur un trajet AB, c'est l'opposé du travail du poids sur le trajet AB. En fait, c'est lié, les variations d'énergie potentielle, c'est lié aux forces conservatives. C'est pour ça qu'on prend en compte le travail du poids. Donc la variation de l'énergie potentielle sur le trajet AB, c'est l'opposé du travail du poids sur le trajet AB. À partir de là, on va pouvoir travailler. Pourquoi? Parce que l'énergie potentielle, la variation d'énergie potentielle de A à B, c'est l'énergie potentielle en B moins l'énergie potentielle en A. On est d'accord? Le travail du poids. Le travail du poids sur le trajet AB. Alors là, j'avais le travail du poids sur le trajet AS. Tu te souviens? Et j'avais ici dans ma parenthèse ZA moins ZS. Pour le trajet AB, je ne vais pas refaire toute la démarche. Normalement, tu me suis, on va écrire mg fois ZA moins ZB. Donc là, j'écris directement moins m fois g. Le moins parce que j'ai un moins ici, là. Ça, c'est dans la formule de départ. Moins mg fois ZA moins ZB. Ok, si je développe un petit peu, ça me fait moins
MGZA. Et moins par moins, ça fait plus MGZB. Et si je redispatche mes éléments, ça me fait MGZB moins MGZA. Et maintenant, si j'identifie les membres de gauche et de droite, qu'est-ce que je constate? Alors, je constate tout simplement que EPB, bah, ce serait bien MGZB. Et que EPA, ah bah ça serait bien MGZA en fait. Parce que ça colle. EPB moins EPA égale MGZB moins MGZA. Donc on a bien en fait EP, l'énergie potentielle en un point donné, égale M fois G fois Z. Où Z représente l'altitude du système. Z est l'altitude du système. Je sais plus ce qu'ils parlent avec l'histoire de la référence. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent un truc avec la référence à préciser. Si on choisit une altitude de référence à préciser. Ah oui. Si on choisit une altitude de référence à préciser. On va dire où Z est l'altitude du système. Et où l'altitude de référence est Z égale 0. L'altitude de ref et Z égale 0. En fait, il faut toujours évidemment choisir une altitude de référence de toute façon. Quand tu as une énergie potentielle, il nous faut une zone de référence, okay, un état de référence. Et nous, l'altitude de référence, c'est Z égale 0, qui nous permettra de dire que à Z égale 0, petite parenthèse, ici je le fais, c'est pas demandé, hein, mais à Z égale 0, en gros, ça veut dire que l'énergie potentielle au sol, c'est égal à M fois G fois 0, donc ça fait 0. On dit qu'en fait au sol, tu as une énergie potentielle de 0 joules. C'est ça que ça veut dire. Ok? Bon, bah ça finit la question 1, 3, 2. Je pense qu'on a tout fait. Donc on va faire la suite de l'exercice. La suite de l'exercice, c'est ça et ça. Ok? On va faire la suite de l'exercice dans une autre vidéo, en partie 2. Je t'invite à aller la voir. Encore une fois, si cette vidéo-là t'a plu, n'hésite pas à partager, diffuser, t'abonner à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et si tu veux vraiment choper des bonnes notes pour ta classe de terminale, si tu as vraiment le projet d'avoir un bon dossier Parcoursup, n'hésite même pas. Va regarder ce que je te propose pour ma masterclass Booster SPC 2023, parce que là je tourne la vidéo, on est en avril 2023, et tu vas voir que c'est ça qu'il faut, c'est la recette qu'il faut si tu veux démarrer ton année de terminale sur les chapeaux de roue et avoir des bonnes notes dès le mois de septembre. Va voir ce que je te propose, c'est à ça que ça va servir. Ok? Je te donne rendez-vous pour la partie 2, je te dis à tout de suite.